Et donc, normalement, nous sommes en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour Emilien. Bonjour Clémentine. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette Malte Academy sur la déclaration de TVA et en focus via Malte. Petite introduction avant de te laisser du coup dérouler ton sujet. Donc, enchantée tout le monde. Je suis Clémentine. Moi, je travaille pour l'équipe Community chez Malte. J'interviens sur le renfort plutôt logistique de ce Livestorm. Donc, petit rappel des règles d'utilisation. Donc là, je vois que c'est nickel. Les gens ont commencé à utiliser le chat. Donc c'est parfait. Si vous avez des problèmes pour voir l'écran, entendre Emilien, n'hésitez pas à le faire remonter partie chat. Idem, si vous avez des questions, juste à côté du chat, vous avez une rubrique questions. Emilien va essayer de les traiter au fur et à mesure pour que ce soit plus facile pour lui et que les questions ne se perdent pas dans le flot du chat. S'il vous plaît, pensez bien à mettre toutes vos questions sur la partie questions. Voilà, c'est plus facile à retrouver et du coup plus facile à traiter. Donc questions, partie questions. Avant que les premières d'ailleurs commencent de popper, oui, cette Malte Academy est enregistrée et sera disponible en replay. Je vais vous mettre le lien où vous pourrez trouver le replay. Il y a toujours une petite latence le temps qu'on les upload sur le YouTube, donc il faudra compter genre une dizaine de jours. Et pareil, pour les personnes qui seraient intéressées pour récupérer la présentation, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon adresse mail pareil dans la partie chat. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous la ferai suivre par la suite. Malte Academy, Malte. Donc, nous, on est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Normalement, du coup, si vous êtes intéressé par ce sujet, je pense que vous connaissez la plateforme. Mais idem, si vous avez des questions sur le freelancing, vous avez des questions sur votre profil ou sur la plateforme, je travaille justement dans l'équipe community qui gère un petit peu toute la communauté de freelance. Donc, pareil, n'hésitez pas à me contacter via le mail que je vous mets dans mon chat. Et puis bah voilà, moi je pense que je peux me mute. Je vous retrouve tous sur la partie conclusion et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Malte Academy. Emilien, je te laisse le bâton de parole pour te présenter. Eh ben, merci beaucoup. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça, c'est à peu près OK. Si jamais je parle dans le vide, hein, vous n'hésiterez pas à m'interrompre. Super. Alors bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Emilien. Je suis le CEO d'une société qui s'appelle Super Indep. Nous, ce qu'on propose, pour faire très simple, c'est d'accompagner les auto-entrepreneurs sur la partie comptabilité. Le secret étant que, en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez pas vraiment de comptabilité à faire, puisque vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de liasse fiscale, mais vous avez quand même toutes sortes de choses à faire, des déclarations URSSAF, des déclarations de TVA, de la facturation. Et donc concrètement, Super Indep, c'est tout ça qu'on va faire pour vous en quelques clics, en anticipant les problèmes que vous pourriez avoir avec les organismes, etc. Parce qu'on est synchronisé en temps réel avec eux. Donc, si jamais vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, vous n'hésiterez pas, on pourra en parler après avec plaisir. En tout cas, le sujet du jour, du coup, c'est vraiment de discuter de TVA, en particulier du coup de TVA quand on est auto-entrepreneur, et en particulier comment est-ce qu'on gère la TVA quand on est auto-entrepreneur et qu'on passe par Malte. Puisqu'en fait, c'est un sujet sur lequel on a vu beaucoup d'erreurs depuis qu'on fait ça. Alors pour info, nous on fait ça depuis 2018. On accompagne des auto-entrepreneurs sur ce sujet-là. Et donc, il y a quand même des petites subtilités à connaître. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon, regarder un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que l'auto-entreprise, quels sont les seuils, on va passer très vite là-dessus. On va discuter des régimes de TVA, ça il faut comprendre que ce sera vrai en fait peu importe votre statut. Mais après justement, on verra les avantages et les inconvénients d'être à la TVA, puisque vous le savez sûrement, un auto-entrepreneur à la base n'est pas à la TVA, il est dans la fameuse franchise en base quand il se lance et qu'il est sous un certain seuil. Et donc, on va voir après, finalement, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires? Qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires quand on passe par Malte? Et comment est-ce qu'on gère sa TVA quand on passe par Malte? Pour qu'il n'y ait plus aucun secret pour vous là-dessus et que vous évitiez des redressements plus tard de la part de l'URSSAF ou des impôts qui ont aussi l'habitude de ce genre de situation. Comme je disais juste avant, la présentation est pas très longue. L'idée, c'est vraiment que ce soit pédagogique. Donc, n'hésitez pas, en effet, à poser toutes les questions que vous pourriez avoir, même si c'est un peu à la marge, si c'est sur le sujet du freelancing en général, etc. Toutes les questions sont bienvenues et donc j'essaierai en effet de les prendre au fil de l'eau avec plaisir.
à condition qu'elles apparaissent bien dans la partie questions. Sinon, je ne les verrai pas passer. Ok, l'auto-entreprise. Normalement, la plupart d'entre vous sont déjà au courant. Enfin, c'est des seuils qui sont assez connus. On sait qu'il y a un seuil maximum qu'on ne peut pas dépasser. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à peu près à la moitié de ce seuil-là, il y a un seuil qu'on appelle le seuil de TVA. Et si on le dépasse, c'est pas grave, juste on doit commencer à gérer la TVA. Donc on va discuter après de qu'est-ce que c'est la TVA, etc. et pourquoi il y a ce seuil. Mais en tout cas, le seuil maximum aujourd'hui, si vous faites 176 200 euros donc de CA pour faire juste de la vente de marchandises, c'est OK. Si vous faites plus, vous allez devoir changer de statut. Et en prestation de service, ce seuil, il est à 72 600 euros. On parle bien de chiffre d'affaires encaissé par an. La franchise, comme je disais, elle est à peu près à la moitié de ce niveau-là. Donc 85 800 si vous faites de l'achat-revente et 34 400 si vous faites de la prestation de service. Il y a une histoire en fait de seuil de franchise et seuil majoré. On va revenir après dessus, mais bon, en gros, si vous êtes autour des 35 000 euros et que vous faites de la prestation de service, bon, la plupart des utilisateurs de Malte font de la prestation de service, c'est pour ça que je vais surtout parler de ce cas-là. Mais après, si vous avez des questions spécifiques sur l'achat-revente, il ne faudra pas hésiter. Mais du coup, on va plutôt faire le focus sur de la prestation de service et donc sur la plateforme Malte, comme on le disait. Donc, le premier truc à comprendre, c'est que la première année, vous avez une gestion des prorata, aussi bien du coup pour la TVA que pour le seuil maximum à ne pas dépasser. Donc ça, c'est très important parce que du coup, on a beaucoup de gens qui pensent en fait ne pas être éligibles à la TVA et qui le sont à cause du prorata. Puisqu'en fait, ce que dit la loi, c'est qu'effectivement, on a ce seuil maximum de franchise, par exemple 72 600 si vous faites de la prestation de service. Mais en fait, si vous le dépassez juste un an, c'est pas grave. Pour être obligé de changer de statut, vous allez devoir le dépasser 2 ans de suite. Donc ça signifie concrètement que, en fait, si la première année vous faites 150 000 euros de CA et la deuxième année 70 000, eh ben, il n'y a aucun problème. La troisième année, vous pourrez refaire 150 000 euros de CA. Donc ça, c'est très important. Mais du coup, il faut bien faire attention quand on a ce raisonnement à regarder les fameux prorata et notamment du coup la première année si on ne démarre pas au 1er janvier. Donc bien vérifier qu'on n'a pas dépassé déjà la première année avant de dépasser la deuxième année. Sinon, l'année suivante, on va être obligé de sortir du régime. Les histoires de prorata, donc c'est important, notamment parce que pour la TVA, si vous la dépassez, pareil, si vous dépassez le fameux premier seuil, donc le seuil de franchise de TVA sans dépasser le seuil majoré, vous n'êtes pas obligé de gérer immédiatement la TVA. Mais honnêtement, c'est assez anecdotique puisqu'en fait, vous voyez que c'est à 2000 euros près, quoi. Donc en général, quand on dépasse un, on dépasse l'autre assez vite. Mais ce que dit la loi, c'est qu'en gros, si vous dépassez 34 400 euros de TVA, vous êtes ce qu'on appelle dans la zone de tolérance jusqu'à 36 500. Et donc, vous n'êtes pas tout de suite obligé de gérer la TVA. En revanche, si vous dépassez cette zone de tolérance 2 années de suite, toujours avec l'histoire des prorata à prendre en compte, alors vous serez obligé de gérer la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Vous voyez déjà que c'est un petit peu tordu. C'est pour ça qu'il faut quand même suivre de près, notamment son chiffre d'affaires. Par contre, et c'est en général le cas le plus simple, et c'est le cas en fait qui arrive le plus souvent, de toute façon, si vous dépassez les 36 500 euros de chiffre d'affaires, bah, c'est très simple, pas de question à vous poser. À partir du mois où vous dépassez, donc mettons que vous ayez facturé, voilà, vous facturez, je ne sais pas, 10 000 euros par mois, et bah du coup, quand vous arrivez au milieu du 4e mois, le mois où vous encaissez, donc ce serait plutôt le milieu du 5e mois, que vous allez encaisser du coup vos 40 000 euros, bah, du coup, ce mois-ci, ça veut dire que ce serait le 4e mois, donc au mois d'avril, vous dépassez le seuil. Au mois d'avril, vous dépassez le seuil. Donc, toutes les factures émises à compter du 1er avril devront être à la TVA et vous devez contacter les impôts pour passer à la TVA. On va voir ça juste après. Je crois que j'ai entendu le petit bruit des questions. Sur CA dont s'applique la TVA ou sur le CA? Alors, sur la CA, en fait, le CA, par définition, ne contient pas la TVA. Ça, effectivement, c'est très important à comprendre. On a effectivement souvent la question. Et c'est pas forcément facile à comprendre quand on arrive dans ce milieu-là, mais effectivement, le chiffre d'affaires, par définition, c'est sans la TVA. Il faut bien comprendre que la TVA, pour des professionnels, c'est complètement transparent. Je vais revenir dessus largement après, mais globalement, la TVA, les professionnels, tout le monde s'en fout, parce que si vous la facturez, ça veut dire que vous pouvez la récupérer, et si vous la dépensez,
Donc, en fait, si vous dépensez de la TVA, vous pourrez la récupérer. Et quand vous la facturez, de toute façon, ça ne rentre pas dans votre CA, ça ne va pas augmenter vos charges. En fait, la seule chose que ça vous fait concrètement, c'est une démarche en plus. C'est-à-dire qu'en plus de déclarer votre cotisation sociale à l'URSSAF, il faudra déclarer votre TVA au service des impôts. Mais c'est vraiment la seule différence concrète en termes de charges, en tout cas. Donc, on parle bien de 36 500 € hors taxe, tout le temps. Par définition, le chiffre d'affaires, c'est hors taxe. Donc, attention au prorata. Une fois que vous devez passer à la TVA, en gros, vous avez le choix entre 3 régimes. Et ça, encore une fois, c'est vrai pour le coup, peu importe votre statut. Là, même si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, en gros, vous avez le choix entre 3 régimes pour la TVA. Le régime réel simplifié, le régime réel normal, mensuel, ou le régime réel normal, trimestriel. Le réel simplifié, il porte assez mal son nom à mon avis, parce qu'en fait, il est, de mon point de vue en tout cas, plus simplifié pour les impôts que pour vous. C'est quoi le principe? C'est qu'on vous dit, comme on sait que la TVA, ça vous embête un peu, on vous propose de ne faire que une seule déclaration par an. Et en plus de cette déclaration par an, vous allez devoir payer 2 acomptes. Alors sur le papier, ça peut sembler super parce qu'on se dit, ah trop bien, j'ai qu'une seule déclaration à faire et après, j'en parle plus. Sauf que d'expérience, je peux vous dire que tous ceux qui essayent de le faire en annuel, en général, se plantent parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire une seule déclaration par an où on reprend toute sa comptabilité de l'année, plutôt que d'avoir un truc où tous les mois, on reprend ce qui s'est passé le mois précédent et on fait les déclarations. Donc déjà, en cas d'erreur, c'est beaucoup plus difficile à corriger. Et en plus, il y a beaucoup plus de chances de faire des erreurs. Mais en tout cas, techniquement, c'est possible. Mais typiquement, c'est plutôt genre si vous êtes une PME, peut-être que ça vous arrange parce que vous voulez garder de la trésorerie ou des choses comme ça. Concrètement, le seul avantage d'un point de vue trésorerie de payer qu'une fois par an, c'est que vous accumulez pendant un an la TVA que vous auriez dû verser. Alors pas tout à fait pendant un an parce que vous payez des acomptes en fait tous les 6 mois, mais mettons du coup vous accumulez quand même pendant 6 mois potentiellement de la trésorerie qui est de la TVA que vous êtes censé reverser à l'État. Et donc ça peut être cool, mais honnêtement, pour les freelances, je le recommande assez peu parce que vous voulez surtout pas vous retrouver dans la situation où vous ne pourriez pas payer votre TVA. Donc concrètement, il vaut mieux payer tous les mois ce qu'on doit. Au moins en termes de trésor, c'est clean. En plus, vous avez la possibilité de faire la même chose à l'URSSAF. Et du coup, l'auto-entreprise aujourd'hui, en vérité, c'est un des seuls statuts en France et à ma connaissance même en Europe qui vous permet de payer tous les mois exactement ce que vous devez. Et vous savez, du coup, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, que vous n'allez pas être régulé sur de l'argent que vous avez gagné il y a 1 an, 2 ans ou même 6 mois. Et ça, en vérité, c'est un super avantage du régime de l'auto-entreprise. Et donc, je vous encourage vraiment, vraiment à en profiter. Ça permet vraiment d'avoir un truc plus clean et de ne pas s'en mêler les pinceaux dans la gestion de sa trésorerie, tout simplement. Et il faut savoir que vous avez aussi la possibilité donc de faire les déclarations en trimestriel, ce qui peut sembler un juste milieu, mais en vérité, vous avez le droit de faire ça que si vous payez moins de 4 000 € de TVA par an, ce qui est en fait assez peu, surtout si vous faites de la prestation de service, en général, ça va assez vite, 4 000 € de TVA. Vous voyez bien, puisque ça représente 20% de votre CA. Donc ça peut aller assez vite, mais effectivement, si vous êtes en dessous, ça peut être une option entre les deux. Pourquoi pas, surtout si vous êtes en trimestriel d'URSSAF. Bon, ça vous fait encore un petit décalage de trésor, mais en tout cas, ça se gère plus facilement que de devoir gérer de la trésorerie sur 6 mois ou 1 an. Est-ce que c'est le même seuil pour les travailleurs indépendants, pour une entreprise individuelle? Alors justement, c'est la différence, c'est que quand vous êtes en entreprise, contrairement aux auto-entrepreneurs, donc quand vous êtes que ce soit en entreprise individuelle ou en EURL, il n'y a pas ces histoires de seuil parce que dès la création, vous êtes, assujetti à la TVA. Donc en général, d'ailleurs si vous prenez normalement la création, si vous avez peut-être fait la création avec un comptable mais en tout cas si vous regardez votre formulaire de création, dessus, il y a très certainement écrit le régime fiscal que vous avez choisi. Et en général, il parle de mini réel, réel normal, réel simplifié, etc. Et du coup, quand vous êtes en entreprise individuelle, dès le début, vous êtes soumis à la TVA. Alors que les auto-entrepreneurs de base sont en franchise en base, même si, et c'est un truc qui est peu su aussi, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'arriver à ce seuil pour changer de régime. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous pensez que c'est intéressant pour vous d'être à la TVA, et je vais vous expliquer après pourquoi ça peut l'être, vous pouvez tout à fait faire les démarches avant d'atteindre ce seuil pour passer à la TVA. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Donc pour les autres régimes, pas d'histoire de seuil, vous êtes tout de suite obligé de choisir un régime. En général, c'est assez transparent pour vous parce que c'est votre, enfin, la plupart du temps, quand on est en société, on délègue exactement comme les auto-entrepreneurs le font avec Super Indep. Quand on est en société, en général, on délègue à des comptables et du coup, on se préoccupe pas trop des déclarations de TVA, mais même si vous êtes en société, pour le coup, je vous encourage à demander à votre comptable de vous passer un réel normal pour les mêmes raisons que l'auto-entreprise. Faut savoir que votre comptable vous a sûrement mis un réel simplifié de base parce que lui aussi, ça lui simplifie bien la vie. Mais en vérité, vous pouvez tout à fait lui demander à être en réel normal mensuel. Ça ne vous coûtera pas plus cher et ça vous permettra d'avoir un suivi de trésor beaucoup plus simple. Vous savez que tous les mois, vous payez la TVA que vous devez et au moins, vous n'avez pas de l'argent qui en fait n'est pas à vous sur votre compte, quoi. Ça, c'est un bon truc à savoir aussi, peu importe le statut. Et donc concrètement, imaginons que vous vouliez le faire par vous-même. Comment ça se passe si vous voulez déclarer votre TVA? Alors le premier point important, c'est qu'il vous faut un compte professionnel des impôts. Ça, encore une fois, c'est vrai, peu importe le statut. Vous avez besoin de ce compte professionnel des impôts, ne serait-ce que parce que dessus, même si vous n'êtes pas à la TVA, vous allez devoir y payer la CFE. Alors la CFE, c'est pas trop le sujet du jour, on pourra revenir dessus s'il y a des gens qui ont vraiment aucune idée de ce que c'est, il ne faut pas hésiter. Mais en gros, voilà, c'est un impôt qu'il faut payer une fois par an, dont on est exonéré la première année. Et l'endroit où vous le payez, c'est sur votre compte professionnel des impôts. Donc même si vous n'êtes pas à la TVA, vous avez besoin de ce compte. Donc je vous encourage, dès la création de votre entreprise, à créer ce compte dans tous les cas. Ensuite, vous verrez qu'en fait, sur ce compte, vous avez un certain nombre de services que vous pouvez activer ou pas. Ceux qui sont indispensables pour gérer la TVA, c'est payer la TVA, déclarer la TVA. Et nous, on vous recommande aussi d'activer le service de messagerie parce que ça va vous permettre de faire des échanges directs avec vos impôts, exactement comme vous pouvez faire des échanges directs avec l'URSSAF quand vous êtes sur les sites de l'URSSAF. Et c'est beaucoup plus efficace en fait que les mails ou que d'essayer de les appeler. De toute façon, en général, au téléphone, ils ne répondent pas, et les mails ont tendance à rester sans réponse aussi. Alors que la messagerie, au moins, vous avez une trace, vous avez une date, et en général, c'est pris en charge. Donc, demander ces accès. Alors, oui, si vous vous posez la question, oui, c'est un site très moche. Oui, c'est un site qui date des années 80. Oui, enfin voilà, c'est vraiment pas adapté. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez l'habitude d'aller sur le site de l'URSSAF, nous, c'est des questions qu'on a souvent au téléphone, parce que du coup, les clients qu'on gère, il y en a beaucoup qui viennent pour des problématiques de TVA. Et du coup, ils nous disent, bah, je ne sais pas trop pourquoi je vous délèguerai la TVA, parce que jusqu'ici, déclarer mes cotisations sociales, je trouve que c'est facile. Bon, en pratique, nous, on se rend compte que souvent, on fait facilement des erreurs, même pour déclarer ses cotisations sociales, mais ça, à la limite, peu importe. Mais du coup, la TVA, il faut bien comprendre que c'est pas le même level, quoi. Clairement, c'est loin d'être ingérable, hein. Vous pouvez tout à fait déclarer votre TVA par vous-même, mais c'est vraiment pas le même level que déclarer juste son chiffre d'affaires tous les mois à l'URSSAF. Déjà parce que le site est beaucoup plus difficile à prendre en main. En plus, parce que le service que vous avez en face, contrairement au service de l'URSSAF, c'est pas un service qui est fait pour les auto-entrepreneurs, c'est un service qui est fait pour les entreprises au sens large. Et donc, que vous soyez une PME, une start-up ou une entreprise du CAC 40, vous avez les mêmes interlocuteurs et ils vont vous traiter de la même façon. Donc évidemment, c'est un petit peu intimidant au début. Il faut bien connaître leur jargon, sinon on peut vite se faire piéger. Typiquement, si vous demandez à passer à la TVA, mais que vous ne leur précisez pas le type de régime voulu, par défaut, ils vont vous mettre en réel simplifié. Donc si ce n'est pas ce que vous vouliez, ça peut être problématique. Donc, il faut bien faire attention au jargon, à la façon dont on échange avec eux, mais globalement, ils sont quand même réactifs et ils vont vous répondre. Pourquoi je disais que c'est important de savoir que c'est un site un petit peu old school? Parce que typiquement, quand vous allez vouloir accéder des services ou même quand vous allez vouloir créer votre compte sur le site professionnel des impôts, alors déjà, j'insiste sur le fait que c'est le site professionnel des impôts, c'est pas le site des particuliers, c'est pas là où vous faites vos déclarations de revenus, c'est un site à côté. Donc c'est bien un autre site. Et quand vous allez vouloir créer votre compte ou quand vous allez vouloir adhérer à des services, ça va être long. Et pourquoi ça va être long? Parce qu'ils vont vous envoyer un courrier postal pour avoir des codes. Donc typiquement, dès que vous voulez faire une action de ce type-là, vous savez que ça va prendre au moins 2-3 semaines pour qu'ils vous envoient les codes. Donc anticipez. En gros, ça veut dire, si vous savez que vous dépassez la TVA en juin, ce n'est pas en juin qu'il va falloir vous préoccuper de la TVA. C'est au moins un mois avant si vous voulez être sûr que tout soit à peu près carré, quoi. Voilà l'idée. Donc, je reprends. Vous avez créé votre compte un petit peu en avance. Vous avez adhéré à vos services, notamment payé, déclaré et la messagerie pour la TVA. L'étape suivante, du coup, c'est d'informer les impôts de votre changement de régime.
Oui, je sais, c'est limite choquant. On ne comprend pas pourquoi c'est pas eux qui vous informent, notamment l'URSSAF, puisqu'après tout, ils ont vos informations de chiffre d'affaires et donc ils pourraient très bien vous dire, bah tiens, attention, à partir de maintenant, il faut gérer la TVA. Mais c'est comme ça, c'est la loi. La loi dit que l'entrepreneur qui dépasse son seuil, en l'occurrence 36 500 euros de chiffre d'affaires, doit faire les démarches auprès des administrations pour prévenir de son changement de régime. Donc, vous allez dans votre messagerie et vous envoyez un message. Il y a un menu fait exprès pour. Vous dites que vous formulez une option. Et donc, vous formulez une option en disant, voilà, je veux être au réel simplifié, ou au réel normal mensuel, ou au réel normal trimestriel, à partir de telle date. Et vous leur demandez en retour votre memento fiscal, qui est le petit papier sur lequel apparaîtra votre numéro de TVA et la date à partir de laquelle vous allez effectivement changer de régime de TVA. Pour calculer l'atteinte du seuil, faut-il le calculer par année calendaire ou par mois de création? Alors, comme je le disais au tout début, de octobre à octobre, d'accord. Le chiffre d'affaires d'une auto-entreprise, c'est toujours par année calendaire. Contrairement, alors là, du coup, oui, tu as bien précisé en auto-entreprise. Donc, quand on est dans le cas d'une auto-entreprise, c'est toujours par année calendaire. En fait, votre chiffre d'affaires, il va toujours du 1er janvier au 31 décembre. Et si vous démarrez en octobre, bah, ça veut dire justement que vous avez une année au prorata plus courte qui va de octobre à décembre. Et donc, il faudra bien regarder si au prorata, vous avez dépassé un de ces seuils. Mais sinon, si vous n'êtes pas en auto-entreprise, en effet, il est possible, c'est rarement une bonne idée, mais c'est une chose qu'on peut faire pour certaines raisons, notamment si on sait qu'on a une activité très saisonnière et que, voilà, enfin, il peut y avoir des raisons personnelles pour vouloir décaler ce qu'on appelle son exercice fiscal. Mais en tout cas, pour une auto-entreprise, vous n'avez pas le choix, ça va forcément du 1er janvier au 31 décembre. Et pour les périodes plus courtes, du coup, vous êtes au prorata. Donc, je reprends. Vous avez créé votre compte, vous avez demandé les accès, ils ont mis un petit moment, vous envoyez les papiers, vous avez reçu les codes, vous avez pu activer, vous avez accès à la messagerie, vous leur envoyez un message pour dire bonjour, je voudrais passer au régime réel normal à partir de telle date, merci de me retourner mon memento fiscal. Et alors là, très important, le piège dans lequel à peu près tout le monde tombe, mais ce qui est normal parce que c'est très très mal indiqué, vous allez vouloir évidemment payer votre TVA. Pour payer votre TVA, vous allez mettre un RIB dans vos moyens de paiement. Mais attention, ce RIB doit être B2B. C'est un type de mandat en fait particulier. Vous avez besoin d'un compte qui supporte ce qu'on appelle les prélèvements business. Les prélèvements business, ce n'est pas les prélèvements qui sont faits par l'URSSAF, ce n'est même pas les prélèvements qu'ils font pour la CFE, c'est vraiment des prélèvements particuliers qui ne sont faits, alors là en l'occurrence pour la TVA, il peut y avoir d'autres raisons. Bon, voilà. En gros, c'est des prélèvements bancaires qui sont un petit peu différents, qui ont des systèmes de validation différents, qui peuvent être sur des montants plus importants, et c'est pour ça qu'ils sont B2B. Concrètement, ce que ça veut dire pour vous, la plupart du temps, c'est que vous êtes obligé de prendre un compte pro. Et je sais que c'est frustrant parce que tout le monde vous a expliqué très gentiment qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'étiez pas obligé de prendre un compte pro, que vous aviez juste besoin d'un compte dédié à votre activité, et encore que ça, c'était vrai qu'au-dessus des 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais dans la pratique, quand vous passez à la TVA, si vous n'avez pas un compte qui supporte les mandats B2B, c'est-à-dire 90% du temps des comptes pro, bah, vous allez être embêté. Parce que si vous ne pouvez pas les payer par virement, vous allez pouvoir les payer que par chèque. Alors là, c'est Beyrouth, on ne vous recommande vraiment pas de faire ça. Ou par virement. Et alors là, ça veut dire que tous les mois, ou en tout cas à chaque échéance, vous allez vous embêter à faire les virements, que si jamais il y a un raté, parce qu'en fait, quand vous faites un virement, du coup, vous allez mettre dans le libellé, voilà mon SIRET, voilà la période pour laquelle je paye, etc. Mais du coup, il faut bien vous dire qu'en face, c'est pas automatique. En face, il y a quelqu'un qui va regarder les millions d'entrées sur le compte et qui va dire bah là, ok, du coup, ça doit bien correspondre à cette période-là. Du coup, cette personne-là a bien payé sa TVA. Donc, vous imaginez bien qu'il y a souvent des ratés dans cette procédure-là. Donc vraiment, on ne peut que vous encourager à payer par virement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, ça nécessite un compte pro, mais honnêtement, aujourd'hui, il y a des banques en ligne qui vous proposent des comptes pour auto-entrepreneurs qui sont vraiment très accessibles. Et voilà, ça vaut vraiment pas le coup d'essayer. On a plein de clients, enfin plein, c'est pas vrai, mais on a un certain nombre de clients qui nous ont dit bah non, c'est pas obligatoire, donc moi, je vais payer par chèque ou je vais faire des virements. Je vous garantis qu'au bout de 5-6 mois, en général, ils finissent quand même par s'enlacer. C'est vraiment pas un jeu rigolo et c'est vraiment pas un jeu auquel je vous encourage de jouer. Il y a vraiment d'autres chats à fouetter, d'autres combats à mener. Prenez un compte pro, mettez votre RIB et voilà, parce que ça va vraiment vous créer plus de problèmes qu'autre chose.
Et pour finir, bien sûr, donc une fois que vous aurez fait tout ce setup, vous serez enfin prêt à valider votre TVA. Alors, juste pour cette histoire de validation de mandat, il faut bien comprendre qu'en fait, du coup, vous allez aller dans les moyens de paiement, vous allez rentrer votre RIB. Une fois que vous avez rentré votre RIB, vous allez devoir éditer le mandat, vous allez devoir le télécharger et il va falloir l'envoyer à votre banque. Et au moment où vous l'envoyez à votre banque, je vous encourage vraiment à insister en disant, est-ce que vous me confirmez que vous acceptez les prélèvements B2B? Voilà. Et si vous répondez oui, vous faites bien une capture d'écran noir sur blanc. Gardez ça dans un coin parce que si plus tard vous recevez des majorations parce qu'il y a un impayé, au moins vous pourrez leur ressortir et vous demanderez à votre banque de payer les majorations. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer si jamais vous ne prenez pas de mandat B2B? On a plein de clients à qui ça arrive parce que ils font ce qu'on leur dit, mais par exemple, ils oublient de demander, enfin de bien valider avec la banque. Donc ils mettent le RIB, ils éditent le mandat, ils l'envoient à la banque, mais ils ne demandent pas de confirmation que c'est OK pour des prélèvements B2B. Qu'est-ce qui se passe derrière? Un mois plus tard, on fait la déclaration de TVA, on lance le paiement. Donc le paiement arrive à échéance. Le paiement passe pas. Les impôts, bien sûr, ne les informent pas, parce que sinon ce serait trop simple. La banque ne les informe pas non plus. Alors là, c'est encore plus mystérieux pour moi. Et du coup, on arrive le mois suivant, on reçoit une majoration très sympathique de 5% du montant de la déclaration, ce qui peut vite être énorme, hein, vous voyez bien, parce que déjà, si vous payez 5% de 2000 euros, et c'est pour ça aussi que je vous disais, attention, il vaut mieux faire des déclarations mensuelles, parce que si vous imaginez, si vous avez ce genre d'erreur sur une déclaration annuelle, ça peut être, je ne sais pas, 20 000 euros. Du coup, vous prenez 5% de majoration sur 20 000 euros, vous êtes super content. Bref, pour en revenir à nos moutons, donc, ce qui va se passer, c'est que personne ne va vous prévenir, vous allez recevoir les majorations et ça va vraiment être relou parce que du coup, non seulement vous ne pourrez pas, même si derrière vous dites ah bon, ok, du coup, j'ouvre un compte pro, je change mon RIB et du coup, je voudrais juste pouvoir refaire le paiement, mais ça, vous ne pourrez pas. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire un virement, donc demander le RIB aux impôts, leur refaire un virement. Voilà, vous ne pourrez pas revalider une déclaration qui a échoué en fait. C'est ça qui est assez relou et c'est pour ça qu'il vaut mieux que ça marche du premier coup. Donc faites attention à ces histoires de paiement, faites attention à ces histoires de B2B. En tout cas, si vous avez un mandat qui est bien en place, qui supporte les B2B, normalement, pas de souci. Vous remplissez après votre déclaration de TVA. Alors là, il y a toute une notice pour. Hein, je suis désolé, en 1 heure, ce serait un petit peu court pour vous expliquer concrètement comment remplir une déclaration de TVA. Mais bon, il y a une notice qui est plutôt bien faite avec. Globalement, dedans, vous allez mettre, si je récapitule, vous allez mettre vos informations de chiffre d'affaires. Mais il faut faire un petit peu attention parce que vos informations de chiffre d'affaires, vous allez les présenter différemment suivant où est-ce qu'elles ont été réalisées, si c'est en France, en UE ou à l'étranger. Et puis, vous allez mettre vos informations de dépenses. Et là encore, suivant le type de dépense, ce ne sera pas au même endroit. Et bien sûr, suivant le taux de TVA que vous appliquez, vous ne mettez pas non plus dans la même case. Après, pour vous, pour la prestation de service, en général, on est toujours sur du 20%. C'est relativement simple. Si je récapitule, on a créé son compte, on a activé les bons services, tout ça, il faut compter facile et on a prévenu le SIE et on a validé son mandat. Tout ça d'expérience, en gros, il faut prévoir un bon mois pour pouvoir le faire. Surtout si dans l'équation, ce qui arrive souvent à nos clients aussi, vous êtes obligé de changer de banque. Voilà, du coup, il faut facilement prévoir un mois et demi pour que tout ça soit OK. Une fois que c'est OK, vous allez pouvoir commencer à faire vos déclarations. Alors, j'ai entendu pas mal de questions. La première, quelle banque conseilles-tu? Voilà, il y a déjà eu de la réponse. Il y a Conto qui marche pas mal. Il y en a d'autres. Voilà. Nous, pour les clients auto-entrepreneurs, il y en a un certain nombre qui sont chez Shine. Si vous restez chez Shine, ça marche bien aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu de très bons retours et sur Conto et sur Shine. Ouais. Alors pour être tout à fait transparent sur Shine, moi j'ai un petit bémol si vous savez que vous allez changer de statut. En gros, ils sont très très bien tant que vous êtes auto-entrepreneur. Si vous avez besoin de changer, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors que là où Conto, en fait, vont être capables de vous suivre dans le temps, même si vous changez de statut. Mais sinon, effectivement, tant que vous restez auto-entrepreneur, c'est plutôt bien fait, l'appli est bien faite et voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà comment faire sa déclaration de TVA. Vous voyez qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut un petit peu anticiper et il faut surtout connaître un petit peu ce piège de B2B, quoi. Alors, la TVA, ça fait flipper à la base. Voilà, sinon vous ne seriez pas un certain nombre à venir écouter ça aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre qu'en vérité, pour vous, en tant qu'entrepreneur, c'est un avantage. Et a fortiori, si vous passez par Malte, je suis à peu près certain que c'est un avantage pour vous d'être à la TVA. Pourquoi? Parce que concrètement,
quand vous êtes à la TVA, ça veut dire que vous pouvez récupérer la TVA sur vos dépenses. En plus, quand vous êtes à la TVA, vous risquez pas d'avoir des problèmes parce que vous avez oublié de déclarer de la TVA. Donc ça, c'était ce que je disais au début, c'est qu'en fait, faut pas hésiter, même avant d'atteindre le seuil, si ça change rien pour vous, en fait, à passer tout de suite à la TVA, comme ça, toutes les merdes dont je viens de parler, en fait, vous les traitez au tout début, en même temps que la création de votre entreprise, et après, on n'en parle plus, quoi. Et donc, pourquoi c'est transparent pour les clients B2B? Donc, c'est-à-dire si vous avez des clients qui sont des professionnels, vous noterez que quand vous discutez avec des clients, vous discutez toujours en hors taxe. Je ne sais pas si vous êtes dans la tech et que vous avez un TJM, vous noterez que votre TJM, vous le donnez toujours hors taxe. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout du TTC. Pourquoi tout le monde s'en fout du TTC? Parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui payent la TVA. Ceux qui payent la TVA, c'est les utilisateurs finaux, ça veut dire en général les clients de vos clients. Voilà, vous, quand vous allez à Carrefour ou je ne sais où, vous payez de la TVA concrètement. Mais quand vous échangez avec des professionnels, en fait, certes, vous payez de la TVA, mais cette TVA, vous pouvez aussi la déduire de vos dépenses. Donc, si je prends un exemple très concret, moi, je suis freelance, j'ai facturé 5 000 € de prestations ce mois-ci, hors taxe. Donc, ça veut dire que je suis à 6 000 € de TTC. Donc concrètement, je dois faire ma déclaration de TVA. Hop, alors je passais chez Super Indep, comme ça ils la font pour moi. C'est encore plus simple. Et je sais du coup que j'ai 1 000 € que j'ai collectés de mon client qui ressortent le mois suivant, qui vont dans les poches de l'État. Donc c'est transparent pour moi parce que j'ai récupéré 1 000 €, je les ai donnés quelques jours plus tard. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Mais en plus, si entre-temps j'ai acheté, mettons, un smartphone à 1 000 € aussi, 1 000 € hors taxe, donc 1 200 € TTC, en fait, je vais pouvoir récupérer la TVA de cette dépense. Donc concrètement, j'ai collecté 1 000 €, je peux déduire 200 €, donc en fait, je vais reverser que 800 € aux impôts. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne pour récupérer sa TVA. Donc vous voyez en fait que même c'est assez intéressant quand vous êtes à la TVA pour les clients par exemple qui achètent vos prestations, parce que du coup, ils vont pouvoir déduire la TVA de vos prestations, parce qu'en gros, vous êtes une dépense pour eux. Donc finalement, c'est plus intéressant pour eux que s'ils devaient vous acheter en hors taxe. Parce que si vous êtes en franchise en base, ils ne payent pas de TVA. Comme ils ne payent pas de TVA, évidemment, ils ne peuvent pas la récupérer. Vous voyez l'idée. Donc c'est intéressant pour vous, parce que quand vous achetez du matériel, etc., vous pouvez la récupérer. C'est intéressant pour vos clients. En revanche, clairement, si vous êtes en B2C, a priori, ça ne peut pas être le cas si vous passez par Malte, quoique. C'est une bonne question d'ailleurs. Je ne sais pas, peut-être que des particuliers, après tout, peuvent chercher des prestataires sur Malte, mais je pense que c'est quand même plutôt l'exception. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez avec des particuliers et que du jour au lendemain, vous devez leur appliquer de la TVA. Alors, il n'y a pas vraiment que les particuliers en fait, c'est tous ceux qui ne peuvent pas récupérer la TVA. Et en vérité, il n'y a pas que les particuliers, il y a aussi les associations, il y a aussi tout ce qui est gouvernemental, les écoles, les mairies, etc. Donc il y a un certain nombre de cas, effectivement, où c'est quand même difficile. Je pense notamment aux gens, par exemple, qui doivent donner des cours dans des écoles publiques. Potentiellement, s'ils facturent de la TVA, ça veut dire concrètement que leur tarif augmente de 20% pour leurs clients, mais qu'eux vont récupérer aucun bénéfice de ça. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, ça change tout. Mais, ce que je répète aussi tout le temps, c'est que quelque part, si votre business il est viable seulement parce que vous ne faites pas payer de TVA à vos clients, en fait, c'est juste que vous n'avez pas un business viable, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que la TVA, tout le monde la paye, et si finalement votre seul avantage concurrentiel, c'est de ne pas payer de TVA, c'est pas vraiment un avantage concurrentiel, quoi. C'est juste un avantage technique qui ne pourra pas scaler, qui ne pourra pas durer ad vitam. Donc, c'est pas un bon avantage à avoir, en fait. Il vaut mieux avoir un bon produit, il vaut mieux être bien connu que juste ne pas faire payer de TVA à ses clients. Même si, voilà, ça peut toujours aider à se lancer, mais il faut bien comprendre que c'est normal qu'arrivé à un certain niveau, on respecte tous les mêmes règles, quoi. L'autre inconvénient, donc, c'est que ça fait de la paperasse en plus. Mais bon, comme je le disais, en général, si on est une entreprise, si on a une société, je veux dire, on passe par un comptable. Et si on est auto-entrepreneur, on peut passer par exemple par Super Indep. Et du coup, c'est complètement transparent, en fait, cette paperasse en plus. Mais concrètement, c'est vrai, si vous le gérez par vous-même, ça vous fait une déclaration en plus à faire, comme j'ai dit, tous les mois ou tous les trimestres ou une fois par an. Et à la limite, c'est surtout celui-là, je dirais, le plus gros inconvénient de mon point de vue. Ça vous force, comme je disais, à avoir un compte qui prélève, donc qui supporte les prélèvements B2B. Bon, on l'a vu, il y a des banques en ligne vraiment pas très chères et très intéressantes, donc en vérité, c'est pas insurmontable. Mais c'est vrai que je trouve ça
un peu injuste dans le sens où on vous dit bah oui, vous n'avez pas besoin de compte pro quand vous êtes auto-entrepreneur, et puis finalement, quand vous arrivez à ce seuil-là, on vous dit ah bah en fait vous n'êtes pas obligé, mais bon si vous l'avez pas, c'est la merde quoi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce seuil, vous êtes peut-être au courant, il a changé en 2018. Avant, justement, le seuil de l'auto-entreprise, il était aligné sur le seuil de TVA. Donc c'était logique en fait à l'époque. Si on était en auto-entrepreneur, par définition, on ne pouvait pas payer de TVA. Et puis d'un seul coup, on a dit on double le statut. Pourquoi pas? Ça ouvre plein d'opportunités, c'est sympa, ça permet de se lancer plus vite. Mais du coup, ils n'ont pas aussi doublé le seuil de TVA, parce qu'ils ne voulaient pas non plus s'asseoir sur tout ce potentiel de taxes. Ce qui crée du coup une situation complètement nouvelle où des auto-entrepreneurs doivent gérer de la TVA. Et ça, évidemment, ça n'existait pas avant 2018. Alors, mon client est une fac et je fais de l'édition. Il m'impose de faire une TVA à 5,5. Et j'ai une TVA, sous prétexte que c'est de l'édition. Or, je suis artiste-auteur, j'ai une TVA à 10%. Quel est le bon taux pour de la création graphique? Malheureusement, c'est hyper discutable effectivement en fonction du cas. Là, c'est un petit peu difficile de répondre juste dans le chat parce qu'il faudrait que il faudrait que j'ai plus d'infos en fait sur la situation pour savoir exactement comment te répondre. Mais de base, effectivement, je te dirais que bah, normalement pour une création graphique, en fait, tu es plutôt à 10%. À mon avis, quand on parle de 5,5, c'est de l'édition. Enfin, quand ils disent de l'édition, ça sous-entend de la. En fait, ça dépend de ce que tu fais pour eux, mais si ce que tu fais, tu dis je fais de l'édition pour eux. Ouais, bon, il faudrait qu'on en parle après. Si tu veux, tu me contactes sur LinkedIn ou voilà, et on en discutera plus en détail. Mais concrètement, effectivement, ça dépend vraiment ce que tu fais. Si c'est de l'édition, c'est pas impossible que ce soit 5,5. Si c'est vraiment des créations graphiques pour lesquelles tu leur revends des droits d'auteur, ce serait plutôt 10%. Mais justement, en fait, quand on dit édition, souvent c'est sous-entendu que tu touches aussi des droits d'auteur sur ce qui redistribue derrière. J'imagine que c'est pas le cas. Donc bon, voilà. Après, il faudrait vraiment discuter plus en détail. Alors, ici, on me dit première fois que j'entends parler de ce type spécifique de mandat. Je suis déjà géré par SuperIndep et le conseiller ne m'a pas parlé du mandat B2B. Ça signifie que c'est OK avec le RIB et la banque que j'utilise. Alors, je ne sais pas. J'imagine que ça fait pas très longtemps que tu es que tu es chez SuperIndep, peut-être, je ne sais pas. En gros, la question, c'est est-ce que tu as déjà fait des prélèvements qui sont passés? Si, parce qu'effectivement, il arrive. Alors, en fait, il y a deux choses. C'est que déjà, nos clients qui viennent juste de s'inscrire, en général, on les assomme pas tout de suite avec ça. On regarde plutôt après, justement, quand il y a besoin de passer à la TVA. Et le deuxième point, c'est si effectivement il y a eu des paiements qui sont passés, bah, c'est que tout est OK. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qui est très tordu, c'est que sur leur site, nous, on ne peut pas le détecter si le mandat il est valide ou pas. C'est-à-dire que souvent sur leur site, ils vont considérer que c'est OK si le mandat a bien été édité. Et donc, par défaut, nous, quand on fait nos contrôles automatiques, on va considérer que on va pas avoir de warning qui remonte si en fait le mandat a déjà été rentré et déjà été validé. Mais normalement, ton conseiller, quand il te parle de TVA, il te remet un warning en disant attention, ok. Et bah du coup, voilà, ce que tu peux faire, donc je ne sais pas qui s'occupe de ton dossier, mais ce que tu peux faire, c'est tout simplement lui envoyer un mail. Donc ça doit être Florent ou Clément, parce que je ne crois pas que ce soit moi, sinon je m'en souviendrai normalement. Donc pas hésiter à lui envoyer un mail et pour lui parler de ce sujet. Normalement, c'est des choses qu'on valide systématiquement effectivement à l'onboarding. Après, comme je disais, bah, suivant les cas, c'est pas toujours facile à suivre. Après, comme je disais aussi, ou je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais par défaut, en fait, votre première majoration, normalement, elle est votre première majoration, oui, pénalité de retard, elle est assez simple à faire sauter aussi. Donc, il ne faut pas forcément paniquer si vous avez des refus, etc. En général, on peut faire des papiers et on peut récupérer les pénalités. Mais en tout cas, ouais, si tu peux envoyer du coup un message à ton conseiller pour valider ça avec lui, ce serait une super idée. Comme ça, tu es sûr que c'est OK. Ensuite, donc en tout cas, ouais, juste pour répondre concrètement à ta question, il ne faut pas partir du principe que parce que tu n'en as pas entendu parler, c'est forcément OK. Ça veut juste dire que sur leur site, il y a sûrement écrit que c'est OK, mais si tu n'as pas validé ça avec ta banque, c'est pas certain. Après, si par exemple tu es chez Shine ou Conto, effectivement, on t'a même pas posé la question, parce que dans ce cas-là, on est sûr que c'est bon. Voilà. Il y a un certain nombre de banques dont on est certain que ça marche, et donc dans ce cas-là, on ne se pose pas la question.
Donc il y a peut-être ça aussi. Mais si c'est pas le cas, n'hésite pas à solliciter donc la personne qui s'occupe de toi chez nous, puisque chez Super Indep, donc vous avez quelqu'un qui vous suit en permanence, à qui vous pouvez envoyer un mail dès que vous avez une question. Et justement, voilà, Florent, il est là pour ça. Ouais, alors bah, Boursorama, typiquement, si c'est pas Boursorama Pro, effectivement, je pense pas que ça passe. Donc c'est une très bonne idée de le solliciter là-dessus. Et du coup, merci d'être venu écouter. Alors, le chiffre d'affaires, donc on posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires? Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas d'histoire de TVA dedans, on est forcément sur du hors taxe. L'autre chose qui n'est pas toujours bien comprise, hein, c'est que ce qu'il faut déclarer, c'est ce qui est encaissé quand vous faites du service. Donc, votre chiffre d'affaires, par définition, en auto-entreprise, et là pour le coup je ne parle que de l'auto-entreprise, c'est la somme des ventes réalisées au moment de l'encaissement. Donc ça veut dire que si vous encaissez 1000 euros en mars, et ben en avril, quand vous devez déclarer vos revenus de mars, vous mettez 1000 euros. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire concrètement que en auto-entreprise, vous ne payez jamais ni de cotisation ni de TVA sur de l'argent que vous n'avez pas encore touché. Ça peut sembler tout bête, mais c'est en fait un des seuls statuts où c'est le cas. Quand vous êtes en EURL, par exemple, s'il y en a dans l'audience qui le sont, ou même en entreprise individuelle d'ailleurs, vous êtes bien placé pour savoir qu'en fait, vous pouvez payer des cotisations sur de l'argent que vous n'avez pas encore touché, ce qui est assez vexant. Donc maintenant, on revient dans le cas Malte. Oui, mais comment ça se passe avec Malte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Malte, en fait, facture un client en votre nom pour plein de raisons techniques qui font que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, pour le client, pour Malte et pour vous, de faire comme ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils émettent une facture en votre nom et que derrière, ils vous reversent de l'argent moins leur commission. Et donc, ce que vous devez déclarer à l'URSSAF, ah, il y a un tout petit souci sur ma slide là. Ce que vous devez déclarer à l'URSSAF, c'est vraiment le montant qui est facturé par Malte. Donc là, en l'occurrence, ce serait 1000 euros. Hop, petite pause technique pour que ça soit quand même lisible. Bon, encore raté. Je ne sais pas combien j'ai de texte sur ce truc. Vous m'envoyez navré. Hop, alors, est-ce qu'au niveau du partage d'écran, on est toujours bon? Non, c'est pas grave, je vais le remettre. Hop. Voilà, là, normalement, c'est tout bon. Yes, c'est tout bon. Donc, vous avez, mettons, un TJ à 50, oui, à 50 euros, vous travaillez 20 jours dans le mois, à la fin du mois, c'est un TJ qui me semble très bas, hein, que les choses soient claires, mais c'était pour trouver un exemple simple, bah, du coup, vous facturez 1000 euros à votre client, et, mais effectivement, concrètement, Malte va reverser 880 euros sur votre compte. Pourquoi? Bah parce qu'ils perdent une marge, 12% en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises. Donc sur cet exemple-là, bah en fait, ils prendraient 120 euros, ils vous reverseraient 880 euros. Et pourtant, ce qu'il faut déclarer à l'URSSAF, c'est 1000 euros. Donc ça, typiquement, je veux pas, voilà, je sais pas comment le dire parce que je veux pas donner l'impression de cracher sur des concurrents ou quoi que ce soit. Mais globalement, chez Super Indep, on est à peu près les seuls à faire ça correctement. Pourquoi? Parce que typiquement, en fait, on se base sur vos données de facturation pour faire des déclarations et non pas sur vos données d'encaissement bancaire. Typiquement, chez nous, il n'y a pas de synchro bancaire par défaut, précisément pour ce genre de cas, puisqu'en fait, vos données bancaires sont une assez mauvaise source d'information pour faire vos déclarations en vérité. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment vos données de facturation. Et donc, là où c'est un petit peu tricky, du coup, quand vous passez par Malte, c'est que là, vous allez facturer 1000 euros à votre client et du coup, vous allez en toucher 880. Et ça veut dire concrètement que vous allez devoir déclarer 1000 euros à l'URSSAF au moment où vous allez en encaisser 880. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est sûr que c'est pas instinctif. Donc, le montant que vous devez déclarer, c'est bien ce qui est facturé par la plateforme. Et alors là où ça devient un petit peu plus tordu, c'est si on applique de la TVA là-dessus. Parce que là encore, la TVA que vous collectez, elle va correspondre au montant total de la facture. Donc typiquement, si je reste sur mon exemple à 1000 euros, en fait, ce qui va se passer, c'est que
du coup, votre client final, il va payer 1 200 euros. 1 000 euros hors taxe, 200 euros de TVA. Du coup, vous allez récupérer, non pas 880 euros, mais 880 euros plus la TVA en fait qui a été collectée. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça ne correspond pas dans l'exemple que j'ai écrit. Ah si, c'est tout à gauche, pardon. Donc c'est vrai, ah oui, parce que j'ai mis des dépenses en face. Pardon, on va y arriver. Donc, là, ça devient effectivement pas toujours facile à suivre parce que concrètement, Malte, il vous reverse quoi? Il vous reverse 880 euros plus les 200 euros de TVA qui ont été payés par le client. Vous allez reverser tout de suite 200 euros aux impôts pro, donc pour votre TVA. Mais il se trouve que Malte, pour vous, c'est un service professionnel. Puisque c'est un service professionnel, vous allez payer de la TVA dessus. Donc là, en fait, si vous facturez sans TVA, ils vont vous facturer 120 euros. Mais si vous facturez avec TVA, ils vont vous facturer 144 euros. Autrement dit, dans ce qu'ils vous ont facturé, il y a 24 euros de TVA. Donc, parce que vous passez par Malte, vous avez collecté 200 euros de TVA, vous en avez dépensé 24 pour le service Malte. Bah, du coup, vous allez reverser in fine 176 euros au service des impôts. Ce qui fait que concrètement, ce qui vous reste à la fin sur votre compte, c'est les 880 plus les 24 que vous avez pu déduire de ce que vous étiez censé reverser. Donc vous voyez que ça devient un petit peu tordu parce que du coup les chiffres qui arrivent sur votre compte correspondent pas trop à ce que vous pourriez attendre, puisqu'en fait vous récupérez l'intégralité de la TVA, mais juste le hors-taxe qui correspond à ce que vous avez facturé au client moins la marge de Malte, qui en plus au passage peut appliquer de la TVA ou pas suivant si vous pouvez la récupérer ou pas. Et donc c'est pour ça que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et typiquement, là, j'ai mis donc l'exemple de Malte, mais en fait, pour rappel, vous pouvez déduire la TVA de tous les services professionnels que vous utiliseriez. Donc Malte en fait partie. Si vous êtes chez Superindep, ça va en faire partie aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous payez des frais justement pour votre banque parce que vous avez été obligé de passer chez une banque pro, bah, pareil, le montant de TVA, vous allez pouvoir le déduire ici. Ok, donc vous comprenez pourquoi, déjà pourquoi la plupart des clients qui arrivent chez nous font l'erreur. En plus, il faut bien comprendre que si vous appelez l'URSSAF en leur disant comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut que je déclare, leur réponse de base c'est il faut toujours déclarer ce qui arrive sur votre compte. Voilà. Mais en fait, la réponse complète c'est il faut toujours déclarer ce qui arrive sur votre compte, sauf si en fait il y a un intermédiaire qui s'est servi au passage. En fait, quelque part, vous pouvez considérer que votre compte il est chez Malte et que donc ce qu'il faut déclarer, c'est en fait ce qui arrive chez Malte et pas ce qui arrive chez vous. Du coup, la réponse de l'URSSAF reste correcte, mais dans votre cas particulier, ça revient à dire que ce qui arrive in fine sur votre compte final, c'est pas ce qu'il faut déclarer. Si je récapitule un peu tout ça, dans le cas où il n'y a pas de... Ah oui, souvent du coup, ce qu'on nous dit c'est ouais, mais du coup, c'est un peu de l'arnaque ça, parce que je me retrouve à payer des cotisations sur de l'argent que je touche jamais, ce qui n'est pas faux. Mais il y a une très bonne raison pour ça. En fait, il faut comprendre que l'autre mécanisme, ce serait de dire, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe si vous étiez en direct avec le client et que Malte vous avez juste servi d'intermédiaire pour trouver ce client ou pour que ce client vous trouve et pour gérer la facturation, etc., bah, du coup, vous payeriez Malte. Donc en fait, si on regarde l'illustration du bas, dans l'idée, c'est comme si vous gagnez effectivement 1 000 euros parce que vous avez facturé votre client 1 000 euros, mais que derrière, vous reversez 120 euros à Malte parce qu'ils vous ont mis à disposition une plateforme qui vous permet de trouver des missions. Donc, in fine, c'est juste un frais, en fait. Sauf que dans le montage réel, en fait, ce frais, il est prélevé avant même de vous reverser l'argent. Mais voilà, il faut juste considérer que c'est un service comme votre banque, comme Superindep, comme n'importe quel service pro. Et donc, c'est assez logique, en vérité, que vous payez des cotisations dessus. Et là, je vais essayer de pas trop m'étendre parce que ça peut être un long débat, mais ce qu'il faut comprendre très rapidement,
c'est que si vous êtes en auto-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos frais. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes obligé là, de déclarer 1 000 € et pas 880. Si vous êtes en entreprise, ça se passe différemment. Donc, je vais laisser le sujet société de côté. Mais si vous êtes en auto-entreprise, concrètement, vous ne pouvez pas déduire vos frais. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos frais, comme on l'a vu juste avant. Mais par contre, les frais eux-mêmes, vous ne pouvez pas les déduire de votre URSSAF. Donc, vous ne pouvez pas dire, bah ouais, mais comme Malte m'a pris 120 € au passage, moi, je déclare que 880 € à l'URSSAF. Mais pourquoi? Parce que vous savez qu'en auto-entrepreneur, comme je disais au tout début, vous n'avez pas besoin de comptabilité. Ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire que vous faites ni bilan, ni liasse fiscale. Et concrètement, des bilans et des liasses fiscales, ça sert à quoi aux impôts? En fait, ça leur sert principalement à savoir combien ils doivent vous taxer. Parce qu'ils savent que, par exemple, si vous êtes en EURL, ils vont appliquer 55% sur vos revenus pour vous taxer votre URSSAF. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un décalage dans le temps, parce que pour connaître vos revenus, ils sont obligés d'attendre 1 ou 2 ans. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Justement, pour simplifier l'auto-entreprise, ils ont dit, plutôt que de se compliquer la vie, avoir des bilans, des liasses fiscales, etc., en fait, on va les taxer sur leur chiffre d'affaires, tout le temps, sans se poser de questions de leurs frais, mis à part justement, suivant l'activité qu'ils ont. Donc s'ils font de la prestation de service, on va les taxer à 22% sur leur chiffre d'affaires, peu importe leurs frais. Mais pourquoi c'est quand même super intéressant? Alors déjà, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'en effet, si vous avez beaucoup de frais dans votre activité, c'est pas intéressant d'être en auto-entreprise. Et quand je dis beaucoup de frais, ça veut dire beaucoup de frais. Ça veut dire 20, 30, 40% de votre CA qui passe en frais. Mais si ce n'est pas le cas, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le gouvernement va calculer votre impôt sur le revenu, ils vont appliquer ce qu'on appelle un abattement forfaitaire. Et vous aurez remarqué, pour ceux qui l'ont déjà fait, que du coup, vous, effectivement, sur la déclaration de revenus, c'est un sujet d'actualité aussi, vous allez rentrer votre chiffre d'affaires. Mais du coup, votre revenu net imposable, ce n'est pas votre chiffre d'affaires. Encore heureux. Votre revenu net imposable quand vous êtes auto-entrepreneur, et à condition que vous n'ayez pas de revenus par ailleurs, évidemment, c'est votre chiffre d'affaires auquel ils appliquent un abattement en fonction de votre activité. Si votre activité, c'est de la prestation de service libéral, ce qui est probablement le cas si vous êtes chez Malte, alors vous appliquez 34% d'abattement forfaitaire. Donc très concrètement, si vous avez fait 100 000 € de CA, en fait, ils considèrent que vos revenus nets imposables, c'est 66 000 €. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ce CA, vous avez déjà payé 22% de cotisation sociale, donc ils ne vont pas vous réimposer dessus, encore heureux. Et en plus, ils considèrent de façon forfaitaire qu'il y a un certain pourcentage qui doit correspondre à des frais pour vous. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, en auto-entreprise, certes, vous ne pouvez pas déduire vos frais au réel, mais en fait, il y a un abattement forfaitaire de vos frais qui est fait. Et c'est pour ça que si je retourne la situation, aussi bien c'est pas du tout intéressant d'être auto-entrepreneur si vous avez beaucoup de frais, mais à l'inverse, si vous en avez très peu, c'est absolument génial puisque du coup, le gouvernement considère que vous avez plus de frais que ce que vous avez en vrai. Et du coup, si vous étiez en EURL ou en EI et que vous faisiez vos déclarations au réel, au final, vous seriez plus imposé parce qu'ils se rendraient compte qu'en fait, vous n'avez pas tant de frais que ça, tout simplement. Voilà, moi c'est tout en gros ce que je voulais vous raconter sur nos histoires de TVA et vous avez vu donc pourquoi quand on passe par Malte ça peut être plus compliqué que ça en a l'air. Et du coup, si vous avez d'autres questions, c'est le moment ou jamais, puisqu'il nous reste quelques minutes si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'on prend aussi en charge les droits d'auteur? En fait, ça dépend beaucoup, notre problématique. En fait, si vous êtes chez Super Indep, pour ceux qui le sont, ils le savent déjà, la particularité, c'est qu'on va se synchroniser avec les organismes sociaux. Donc concrètement, si vous venez chez nous, on va vous demander vos identifiants pour accéder à Auto-entrepreneur URSSAF et vos identifiants pour accéder au site des impôts pro. Et cette synchro, elle nous permet à la fois de faire toutes nos déclarations, de faire toutes vos déclarations en quelques clics et même de façon automatique, et à la fois de vérifier en temps réel qu'il n'y a pas des anomalies, parce que justement, on va pouvoir détecter les impayés, on va vérifier les IBAN, on va vérifier qu'il ne manque pas des déclarations, etc. Donc la réponse est oui, on a un certain nombre de... Et du coup, toi, j'imagine que si tu vends des droits d'auteur, c'est que tu es à la MDA, à la Maison des Artistes. Et donc concrètement, la Maison des Artistes, on ne sait pas encore se synchroniser avec. Mais on a quand même un certain nombre de clients qui sont à la MDA et qui viennent chez nous pour l'accompagnement et pour qu'on puisse faire leur déclaration de TVA. Mais par contre, on ne pourra pas faire leur déclaration automatiquement à la MDA pour l'instant, même si c'est des choses qui sont dans notre pipe, puisque c'est une demande qui est assez récurrente. Et comme je disais, on a déjà un certain nombre de clients qui le sont.
Donc en gros, oui, on sait prendre en charge. Par contre, on ne saura pas faire les déclarations à la MDA, mais on pourra quand même faire tes déclarations de TVA et on pourra t'apporter des réponses voilà, par rapport aux questions que tu pourrais avoir. Est-ce que c'est possible d'avoir la même session pour l'entreprise individuelle? Alors oui, mais en fait, pour l'entreprise individuelle, enfin, à moins que tu aies envie de gérer ta comptabilité toi-même, la plupart du temps, tout ça, c'est assez transparent pour toi puisque tu délègues ça à un comptable et c'est beaucoup plus simple parce qu'en plus, tu peux pour le coup déduire tes frais de ton. Tu es imposé sur tes revenus, c'est-à-dire en gros sur ton chiffre d'affaires moins tes frais. C'est justement le travail que fait ton comptable quand il te fait un bilan, etc. Et donc tu n'as pas cette problématique-là avec Malte. Tu ne payes pas pour le coup des cotisations sur de l'argent que tu ne touches pas. Tu payes plus de cotisations, mais parce que tu payes sur tes revenus et pas sur du chiffre d'affaires. Donc, in fine, ça s'équilibre. Mais du coup, voilà, après Clémentine, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais inviter des gens, des comptables plus spécialisés, effectivement, pour faire ce genre de session et faire un point. Voilà. Mais en général, c'est assez transparent si vous êtes en société ou en entreprise individuelle. Mal demande un numéro de TVA. J'ai fait la demande et ils m'ont demandé de remplir un formulaire. Ouais. Alors, est-ce que j'ai des conseils pour le remplir? Oui, fais attention du coup déjà à ce qu'ils aient bien compris ta demande et qu'ils ne te changent pas de régime de TVA. Ça, c'est très important, effectivement, tu fais bien de le préciser. Alors, déjà, il y a plusieurs points. Malte, s'il te demande ça, en fait, c'est pas une obligation d'avoir un numéro de TVA normalement pour facturer, on l'a vu, parce qu'on n'est pas obligé d'être à la TVA en France. Par contre, c'est une obligation si tu factures en UE. Du coup, je ne sais pas, d'ailleurs, Clémentine, si c'est un truc que vous demandez à tout le monde ou pas. Mais ouais, ok. Ouais, on la demande à tout le monde, ouais. Tout D'accord. statut. Et effectivement, ça se tient parce que techniquement parlant, si jamais c'est un client de l'UE qui vous demande de travailler avec vous, bah, vous êtes obligé de l'avoir ce numéro en fait. Et de toute façon, ça coûte rien de le demander, si ce n'est, comme j'ai dit, bah, que c'est un peu galère parce qu'il faut créer votre compte, il faut avoir la messagerie, il faut le demander aux impôts. Mais en effet, c'est très important de comprendre que vous pouvez avoir un numéro de TVA sans être assujetti à la TVA. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Et donc, il faut bien comprendre que les deux sont décorrélés. Donc, juste, effectivement, tu peux le remplir en précisant que tu n'es pas assujetti. Et mon conseil, c'est juste de bien t'assurer qu'ils ont compris que tu voulais rester non assujetti. Voilà, parce que des fois, tu peux remplir la même chose. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font l'erreur, mais dans l'autre sens. Parce que quand ils essayent de le faire eux-mêmes, ils disent bah tiens, je vais gérer la TVA moi-même, c'est cool. Je vais contacter les impôts, je vais leur dire qu'il me faut un numéro de TVA. Je vais leur dire bah ok, on vous donne votre numéro de TVA. Mais derrière, en fait, ils n'ont pas changé de régime. Donc, ils ne sont pas réellement à la TVA. Ils ont un numéro de TVA, mais ils n'ont toujours pas de TVA à déclarer et ils ne peuvent toujours pas en récupérer. Donc, il faut vraiment faire la différence entre régime fiscal et numéro de TVA. En tant que graphiste, je passe par des imprimeurs que je paye en refacturant à mon client. Ah ah. Alors, pour le coup, Alexandra, ça va dépendre. Il y a des sites de simulation qui te permettent de regarder en fonction des frais que tu as, si c'est intéressant ou pas. Mais globalement, comme je disais, il faut quand même avoir des frais relativement importants pour que ça devienne inexploitable en auto-entreprise. Tu peux toujours analyser ça avec un comptable ou te faire un petit tableau Excel et regarder ça. Par contre, ce dont je peux parler, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais quand vous avez des problématiques de devoir refacturer des frais quand vous êtes en freelance, intéressez-vous à ce qui s'appelle des frais de débours. En deux mots, les frais de débours, ça veut dire que vous allez facturer, en fait, vous allez faire vos frais au nom de votre client. Exemple, vous avez besoin de prendre un hôtel. Au lieu de prendre l'hôtel, au lieu d'avoir la facture, alors l'hôtel est à votre nom évidemment, mais la facture, vous la faites au nom du client. Et c'est vous qui la payez, mais au nom du client. Et du coup, à la fin, vous prenez tout ce que vous avez, toutes les factures que vous avez qui sont au nom de votre client, vous les refacturez à votre client, et c'est ce qu'on appelle des débours. Et dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires, et vous n'êtes pas obligé d'appliquer de la TVA dessus. Alors que si vous ne faites pas ça, bah effectivement, par défaut, les frais que vous aurez ne vont pas être déductibles de votre chiffre d'affaires. Donc si vous avez des frais, pensez bien à ces débours. Et après, par contre, pour te dire si c'est intéressant ou pas en fonction de ton activité, là, il faudrait vraiment aller plus loin et je te recommande plutôt de voir ça éventuellement avec un comptable pour te faire ton opinion. Mais encore une fois, il faut quand même avoir vraiment beaucoup de frais pour que ce ne soit pas intéressant pour se lancer. Pour déclarer la TVA de mes dépenses, faut-il déclarer séparément sur le formulaire ou en déduisant des TVA reçus? Alors, je ne comprends pas exactement la question, mais si tu as déjà rempli le formulaire, normalement, tu devrais voir que tu as, vraiment des lignes différentes. En fait, tu remplis, tu dis voilà combien j'ai collecté, voilà combien j'ai dépensé, et c'est lui, du coup, qui te dit in fine combien tu es censé payer. Voilà.
Ce qui fait qu'à la fin, quand tu les payes, effectivement, tu ne payes que la TVA collectée moins déduit. Et ben voilà, tout pile. Yes, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Hop, non, on est tout bon. Bah, merci beaucoup en tout cas, Émilien, de Merci à ton toi, temps. merci à Et, vous. et merci également à tous les participants et participantes. Et écoutez, vous retrouverez ce replay pour rappel sur le YouTube. Vous tapez Malte France et du coup, vous avez tous les replays de toutes les Malte Academy. Et effectivement, n'hésitez pas à contacter Emilien sur LinkedIn si vous souhaitez aller plus loin avec Super Indep. Et écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi à tout le monde et puis à bientôt. Merci, bon après-midi. Bon après-midi, au Au revoir. revoir.